de quoi il s'agit et surtout qui organise cette conférence, c'est la MMJ, la Mutuelle des métiers de la justice et de la sécurité, qui protège et accompagne les agents du ministère de la Justice depuis près de 80 ans. Elle est aussi ouverte à tous les agents au service de la sécurité et aux agents publics territoriaux. Chaque jour, elle se mobilise pour répondre aux besoins d'équité, de solidarité de ses adhérents et on remercie donc la MMJ pour cette conférence. Je vous rappelle que vous pourrez la retrouver en replay pendant 3 mois, donc jusqu'au 22 août 2025. Vous pouvez déjà poser vos questions dans le chat et notre intervenante Gabrielle Pilon y répondra tout à l'heure. Et si vous avez un souci technique à un moment donné, un problème de son et ou d'image, n'hésitez pas à quitter la salle, à y revenir. Et si le problème persiste, indiquez-le moi dans le chat et je vous guiderai du mieux que je peux. Je vous laisse le sondage encore quelques instants à l'écran avant que l'on puisse lancer cette conférence. Je rappelle que le thème, c'est la santé mentale des seniors et on va parler de comment prévenir de l'isolement social. Je vous rappelle ces quelques chiffres tout de même. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 14% des personnes âgées de 60 ans et plus souffrent de troubles, principalement de dépression et d'anxiété. Et on est là aujourd'hui pour trouver des méthodes, ou plutôt partager des outils pour prévenir cela. Et je mets fin au sondage de départ. Merci à vous d'avoir pris le temps d'y répondre. Vous êtes une majorité de femmes et la majorité d'entre vous, à 36%, est âgée de plus de 61 ans. Merci pour vos retours. Et on accueille maintenant Gabrielle Pilon. Bonjour à vous, comment allez-vous? Bonjour, très bien, merci. Enchantée et ravie d'être présente aujourd'hui pour animer et puis pour partager avec toutes les personnes qui assistent à cette webconférence. Donc pour me présenter, je m'appelle Gabrielle Pilon, je suis directrice d'un programme de lutte contre l'isolement des seniors qui s'appelle Eugénie, qui est porté par l'association Groupe SOS Seniors, qui est une association qui s'engage pour les seniors via tout un accompagnement du domicile jusqu'à la prise en charge en établissement. Mais aujourd'hui, ce qui va nous animer avec cette webconférence, c'est le sujet du lien social et de comprendre en fait quel est le lien entre justement lien social et santé mentale dans un cycle de webconférence qui, il me semble, vous est proposé par la MMJ. Et donc, c'est dans ce cadre, cette sollicitation de la MMJ, qu'on peut échanger aujourd'hui. Donc, j'en suis ravie. Merci à vous d'être parmi nous et je vais vous mettre le support de présentation à l'écran et souhaiter une excellente conférence à tout le monde. Merci. C'est parti pour nos échanges. Peut-être pour vous présenter tout d'abord l'ordre du jour de cette petite heure d'échange que nous avons de prévu. Nous aurons en fait tout d'abord un petit quiz sur le lien social, quels en sont les bienfaits. Donc des petites questions, 3 questions sur qu'est-ce que c'est le lien social selon vous et quels en sont les bienfaits, les impacts. Puis nous aurons des échanges sur justement comment en fait entrer dans une démarche active de lien social, en se posant la question par la suite de qui sont les acteurs en fait tout simplement qui sont engagés sur ces sujets dans les territoires, et puis des outils pour s'orienter justement dans ce paysage d'acteurs qui, vous allez voir, peut être parfois un peu dense et surtout très divers. Je vous propose du coup de commencer avec justement ce petit quiz. Et la première question, tout simplement, comment on définit le lien social? Qu'est-ce que cela veut dire? Et donc avec trois propositions. Réponse 1, est-ce que le lien social désigne les relations créées sur les réseaux sociaux et permet en fait une cohésion sociale via l'utilisation des outils numériques? Est-ce que le lien social, c'est plutôt l'ensemble des relations, des normes et des valeurs qui unissent les membres d'une société ou d'un groupe social, tout en assurant en fait une certaine cohésion entre les individus et permettant le vivre ensemble? Ou est-ce que pour vous, en fait, le lien social, c'est plutôt synonyme de lien de parenté et d'amitié et permet aux individus de se sentir épanouis dans leurs cercles intimes? Voilà, si vous pouvez répondre en toute transparence sur ce qui vous paraît être la bonne réponse pour vous de la définition du lien social, ce serait intéressant pour la suite. Et alors, je crois qu'un sondage est lancé justement en parallèle. Oui. Effectivement, voici le sondage, je vais vous le mettre à l'écran pour que vous puissiez répondre directement dessus. Et
il y a une bonne réponse parmi les trois. Qu'est-ce que le lien social? Est-ce que ça désigne uniquement les relations créées sur les réseaux sociaux, qui assurent une cohésion sociale via l'utilisation des outils numériques? Deuxième proposition, le lien social désigne l'ensemble des relations, des normes et des valeurs qui unissent les membres d'une société ou d'un groupe social. Il assure une certaine cohésion entre les individus et contribue au vivre ensemble. Et la troisième proposition, le lien social est synonyme des liens de parenté et d'amitié. Il permet aux individus de se sentir épanouis dans leur cercle social. Alors, je vais maintenant mettre fin au vote et vous partager les résultats. Vous répondez à 90%, c'est la deuxième proposition, l'ensemble des relations, des normes et des valeurs qui unissent les membres d'une société ou d'un groupe social. Il assure une certaine cohésion entre les individus et contribue au vivre ensemble. On a un petit bug technique. Est-ce que c'était bien la bonne réponse, Gabrielle? C'était bien la bonne réponse, vous avez eu la bonne intuition. Merci pour vos votes. J'ai vu quand même que quelques personnes, peut-être une ou deux personnes avaient répondu, avaient choisi la réponse 3. Et je pense que c'est pour ça que je vous demandais de répondre aussi en toute transparence, parce que la réponse 2, dans sa formulation, effectivement, paraît la plus sérieuse et on sent que ça va être la bonne réponse. Mais je pense que parfois, quand on pense au lien social, moi la première, on pense d'abord en fait aux personnes qu'on a de plus proches, c'est-à-dire ses amis, sa famille, et puis on s'arrête là. Et en fait, le lien social, ça va un petit peu plus, ça va un peu au-delà de ça, dans sa compréhension, en tout cas pour les bienfaits qu'il peut avoir pour la santé mentale, pour la santé physique, on y reviendra. Et donc, il dessine vraiment en fait toutes les relations qu'on va avoir dans une société ou dans un groupe social. Donc, un groupe social, c'est une notion qui peut être très diverse, hein. Ça peut être un groupe familial, ça peut être un groupe de voisins, ça peut être une association, ça peut être plein de divers groupes dans lesquels vous pouvez être déjà mobilisé ou vous aimeriez l'être. Et en fait, tous ces différents groupes qui se superposent et qui se combinent vont vraiment créer ce qu'on appelle le vivre ensemble, puisque c'est via ces liens qu'on crée avec les autres qu'on partage en fait tout simplement ses ressentis, ses envies, ses valeurs. Et c'est comme ça en fait qu'on arrive vraiment à avoir une forme de vivre ensemble, de comprendre l'autre et donc du coup de pouvoir aussi vivre avec l'autre, et ce qui, on le verra, a plein de bienfaits, à la fois à l'échelle individuelle et à l'échelle collective. Et donc, en termes de liens qui vont constituer le lien social, qui est une notion un peu chapeau, on va voir donc, comme on le disait, les liens familiaux, de manière assez évidente, les liens amicaux qui vont venir compléter ces liens familiaux assez rapidement dans un parcours de vie. Et puis en fait aussi, et peut-être qu'on y pense moins, les liens professionnels. Donc si vous êtes encore en profession, les personnes avec qui vous travaillez, mais en fait même sans être encore en profession, ça peut être des personnes avec qui vous avez travaillé, avec lesquelles vous êtes encore en lien, qui sont peut-être devenus en fait des liens, des amis. Donc il y a aussi une forme de porosité entre ces différents types de liens qu'on peut créer. Et puis les liens associatifs, donc tous les engagements que vous pouvez avoir au quotidien et qui vont vous permettre de rencontrer des personnes et de vous impliquer au quotidien dans des associations. Peut-être par curiosité, je ne sais pas si dans le chat, vous voulez compléter. Est-ce qu'il y a d'autres liens, d'autres types de liens qu'on n'aurait pas mentionné ici? Je ne suis pas sûre de voir les réponses dans le chat, mais en tout cas, si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager. On pourra y revenir à la fin de cet échange. Et d'ailleurs, ce n'est pas quelque chose que j'ai rappelé au début, mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Je ne pourrai pas y répondre tout de suite, mais on y reviendra de toute évidence à la fin. On prendra le temps d'échanger sur le sujet si vous avez des questions suite à la présentation. Je vous propose de continuer avec la prochaine question, qui est comment distinguer la solitude et l'isolement. Et donc avec 3 réponses de la même manière, une seule bonne réponse. Ah, super. Effectivement, le voici. Vient de se lancer. Voici le sondage avec les 3 propositions. La première, la solitude est toujours positive et choisie alors que l'isolement est subi et source de souffrance.
La deuxième réponse possible, il n'y a aucune différence entre solitude et isolement. Ce sont deux mots synonymes qui désignent le fait d'être seul. Ou enfin, troisième proposition, la solitude est un sentiment subjectif d'une personne sur sa situation, alors que l'isolement est une situation objective et mesurable. Je vous laisse encore quelques instants pour répondre. Alors pour l'instant, je vois qu'il n'y a qu'une seule... Ah non, 3 réponses qui apparaissent. Enfin, 2 propositions qui sont retenues plutôt. Et encore quelques secondes. Et il y a une proposition que personne n'a pris en compte aussi. Donc c'est intéressant de voir. Et je mets fin au vote, je vous partage les résultats. Vous répondez à 30%. La première réponse, que la solitude est toujours positive et choisie, alors que l'isolement est subi et source de souffrance. Et vous répondez majoritairement à 70% que la solitude est un sentiment subjectif d'une personne sur sa propre situation, alors que l'isolement est une situation objective et mesurable. Et je vous laisse nous donner la bonne réponse, Gabrielle. Merci beaucoup. Donc, je passe à la bonne réponse. La bonne réponse était, donc la majorité d'entre vous ont trouvé la bonne réponse. C'était la réponse 3. Dans la notion, lorsqu'on travaille sur le lien social de manière un peu professionnelle, il y a vraiment deux concepts très différents entre solitude et isolement. Donc, vous avez eu la bonne intuition qu'il y avait bien une différence. La réponse 1 était là volontairement un petit peu piège, parce que ça peut parfois être la notion, enfin la manière dont on comprend la solitude et l'isolement, peut-être dans le langage courant. Il y a cette compréhension, parfois la solitude, ça peut être aussi quelque chose de choisi, et l'isolement, quelque chose de subi. C'est pas tout à fait ça, en fait, la définition de laquelle on va partir, en tout cas pour ce webinaire, pour bien comprendre ce qu'on peut faire, en fait, pour créer du lien. Ici, on va comprendre la solitude comme un sentiment subjectif. Donc, c'est quelque chose qu'une personne peut ressentir. On est tous très différents les uns des autres sur ce sujet. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de beaucoup de sociabilité, qui, en fait, dès qu'ils vont être un peu seuls pendant quelques heures, vont se sentir très seuls, et qui vont pas avoir d'interaction sociale avec des personnes, ils vont se sentir très seuls très vite. Et puis d'autres personnes qui peuvent rester 3 jours sans interaction sociale et pas se sentir seuls, pas en tout cas le subir négativement. Ils peuvent se sentir seuls, mais pas le subir négativement. Trouver qu'il y a un problème avec cette situation, parce qu'en fait, ils sont très à l'aise avec la situation. Donc, on est vraiment sur un sentiment subjectif qui peut être positif ou négatif. On peut en soi chercher la solitude pour méditer un peu, pour prendre du recul, pour avoir du temps pour soi. Ça devient un problème quand c'est subi et quand c'est effectivement ressenti négativement, quand on se sent seul, mais qu'on se sent seul pas de manière choisie. Donc ça peut être déjà un premier enjeu, et ça va être un enjeu qui peut être très différent d'une personne à une autre. Deux personnes qui subissent négativement la solitude auront peut-être pas du tout le même nombre d'interactions sociales respectivement. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est l'isolement social. Et là, en fait, ça va être une compréhension beaucoup plus objective, beaucoup plus mesurable. Alors, c'est objectif sans qu'on ait de seuil sur lequel tout le monde s'accorde, à partir duquel on dit que quelqu'un est isolé, mais ça va être plutôt des grandes tendances, mais qui vont dépendre en fonction du nombre, de la fréquence et de la qualité des interactions sociales d'une personne. Donc, le nombre des interactions, c'est assez clair. C'est avec combien de types de personnes la personne va avoir des échanges. La fréquence, ça va être, est-ce que c'est tous les jours, est-ce que c'est toutes les semaines, est-ce que c'est tous les mois que la personne va avoir des interactions sociales. Et la qualité, c'est là où c'est peut-être un petit peu moins courant d'en parler, mais qui devient de plus en plus important, notamment avec l'émergence de toutes les nouvelles technologies qu'il y a aujourd'hui. C'est vraiment quelle est la nature des interactions. Est-ce que c'est des personnes qui ont échangé par téléphone, ou est-ce que c'est des vraies interactions en présentiel? Et puis après, même en termes
de qualité? Est-ce que c'est des interactions très courtes? Est-ce que c'est des interactions longues? Qu'est-ce qui est abordé? Est-ce que c'est juste bonjour, je voudrais une baguette s'il vous plaît? Ou est-ce que c'est vraiment des interactions sur comment la personne se sent? Est-ce que elle peut partager voilà, ses convictions intimes, ses valeurs, comme on le disait tout à l'heure? Vraiment, voilà, ça va être plusieurs éléments qui vont permettre de pouvoir définir. Il faut définir un cadre commun et après qui nous permet de définir si les personnes sont isolées ou pas. Et en fait, c'est cette combinaison d'isolement et de solitude, une situation d'isolement et de sentiment de solitude, qui vont permettre d'analyser si une personne est en souffrance ou pas, et si elle a besoin d'être accompagnée. Et à l'inverse, en fait, c'est vraiment... et ce type de webinaire est vraiment dans cette dynamique-là, c'est comment y réfléchir très tôt, tout au long de la vie. Là, on parle du sujet des seniors parce que c'est ce qui nous anime aujourd'hui et parce que en fait, notamment le passage à la retraite peut être un moment où il y a une forme de rupture parce qu'on n'a plus justement tous ces cercles de professionnels qui permettent quand même d'avoir un vrai sentiment d'utilité et d'avoir des interactions sociales récurrentes. Et donc, on perd en fait toute une partie de ces interactions-là. Et donc, c'est un moment où potentiellement, il faut reconstruire quelque chose d'autre et c'est pas toujours évident de le faire. Et puis, après, quand on est senior, il peut y avoir aussi des moments de vie pas évidents parfois de maladie, parfois de perte d'amis, perte de conjoints, d'isolement, d'éloignement géographique de la famille. Voilà, c'est des phénomènes qui peuvent arriver et qui sont importants de traiter. Ce qui est intéressant de souligner et qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que c'est le cas pour tous les âges de la vie. En fait, à tous les âges de la vie, il y a ces ruptures qui peuvent arriver. Et aujourd'hui, c'est pas quelque chose que j'ai mis dans les questions, mais j'aurais pu sur ce quiz. Il est important de savoir qu'il y a un vrai sujet aussi chez le public jeune, donc de 18-25 ans. Il y a un vrai sentiment de solitude accru qui ne va pas forcément trouver les mêmes sources que pour les seniors. Il y a peut-être un petit peu moins de rupture du parcours de vie, mais quand même, parce qu'en fait, il y a un départ de chez ses parents, il y a les études, etc. Et donc, il y a une vraie reconnaissance du sentiment de solitude des jeunes, qui parfois est liée aussi à l'utilisation des réseaux sociaux. Voilà, je fais une petite déviation sur ce sujet à cet instant, pas parce que voilà, on repart maintenant sur le public jeune, on reste bien sur le public senior. C'est juste pour vous partager le fait que c'est des enjeux qui en fait se réfléchissent à tous les moments du parcours de vie et c'est hyper intéressant d'en parler là pour le public senior, mais en fait c'est quelque chose auquel on peut être sensible pour tout son entourage et être attentif au fait que des personnes qui parfois vont avoir ces ruptures de parcours de vie auraient peut-être besoin d'un petit peu plus de soutien. C'est quelque chose qui est intéressant d'avoir en tête. Et justement, distinguer bien solitude et isolement, c'est important pour pouvoir savoir aussi ce qu'il faut apporter. Parce que parfois, en fait, par exemple, une personne qui n'est pas du tout isolée, qui a beaucoup d'interactions sociales avec son entourage, qui a beaucoup d'entourage, qui est très présent, avec lesquels elle a des qualités d'interaction assez élevées, mais qui se sent très seule, c'est peut-être qu'il y a quelque chose d'autre. Peut-être qu'il y a d'autres choses à les traiter, peut-être un accompagnement plus psychologique, etc. Alors qu'à l'inverse, une personne qui ne se plaint pas de sentiment de solitude, mais dont on peut constater via des signes objectifs que la personne n'a vraiment pas beaucoup d'interactions sociales, ça peut être intéressant d'aller essayer de travailler avec elle, voir si elle n'aurait pas un peu besoin d'en avoir. Peut-être pas, mais peut-être qu'en fait, cette personne elle sera hyper friande justement d'avoir plus d'interactions sociales. Donc, voilà, la distinction de ces deux notions, ça peut permettre aussi d'aller cibler le bon problème, que ce soit chez soi-même ou dans les personnes qui nous entourent. Je continue avec la troisième question, parce qu'on parle beaucoup de lien social, le lien avec la santé mentale, mais concrètement, quels sont les bienfaits de ce lien social ? Et je précise tout d'abord, avant d'afficher la question à l'écran, qu'il y a plusieurs propositions possibles. Donc, vous mettez les réponses qui vous semblent correspondre donc à la question. Je vous mets donc voilà la question à l'écran et les propositions. Quels sont les bienfaits du lien social ? Première réponse possible, le lien social réduit les risques de dépression et d'anxiété et constitue un facteur puissant de résilience face aux chocs tels que le deuil ou la maladie, favorisant une meilleure santé mentale. Deuxième réponse possible, le lien social contribue à une meilleure santé physique en renforçant le système immunitaire et en diminuant les risques de maladies cardiovasculaires. Troisième proposition, le lien social rend les individus
entièrement dépendant des autres et empêche toute forme d'autonomie. Et enfin, dernière proposition, le lien social prolonge l'espérance de vie, améliore la qualité de vie et renforce le sentiment d'utilité sociale. Et je rappelle encore une fois que vous pouvez mettre plusieurs réponses sur cette question. Alors, je vois que vous remplissez tout assez vite. Et je vais maintenant clôturer pour qu'on puisse voir vos réponses. Je partage à l'écran. Vous êtes 80% à répondre. Première proposition, que cela réduit les risques de dépression, d'anxiété notamment. Deuxième proposition, que le lien social contribue à une meilleure santé physique également, en renforçant le système immunitaire. Et à 70%, que le lien social prolonge l'espérance de vie, améliore la qualité de vie et renforce le sentiment d'utilité sociale. Et personne n'a dit que cela rendait dépendant des autres et que cela empêchait Ça me toute rassure. autonomie. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne base pour la suite des discussions. Très bien, alors je vous redonne la parole. Merci beaucoup. Et effectivement, encore une fois, vous avez les bonnes réponses, les bonnes intuitions. On ne devient pas plus dépendant et moins autonome en ayant du lien social, de toute évidence. Par contre, il y a un vrai sujet qui souvent est sous-estimé. On commence à en parler de plus en plus, notamment depuis la crise du coronavirus, qui a quand même bien affecté les liens sociaux de l'entièreté de la population. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, outre la santé, parfois il y avait aussi un sujet en fait tout simplement du lien social qui affectait par ricochet la santé justement qu'on essayait de protéger. Et donc avoir ça en tête, ça permet aussi de comprendre qu'on ne le fait pas juste comme ça par principe ou parce qu'on aime bien échanger, mais parce que ça fait vraiment partie en fait des besoins humains et que l'homme est un animal social et que vraiment on le voit dans toutes les études qui ont été faites sur justement l'isolement et le lien avec la santé. Il y a des effets qui sont assez impressionnants et travailler sur ce lien social, en fait, c'est vraiment le premier facteur de prévention que chacun doit avoir en tête pour soi-même et pour son entourage de manière assez urgente parce que si déjà on travaille tous à ça, à se dire qu'on reste en lien le plus possible, le plus longtemps possible, et on repousse quand même beaucoup de formes de maladies, que ce soit des maladies liées à la santé mentale, donc qui peuvent être la dépression, l'anxiété et en fait on contribue aussi à sa santé physique sans s'en rendre compte. Toutes les stimulations neuronales qui vont être créées grâce aux échanges qu'on va avoir au quotidien vont venir renforcer le système immunitaire et aussi diminuer les risques de maladies cardiovasculaires, notamment parce qu'on réduit l'anxiété tout simplement. On réduit le stress, on réduit l'anxiété. Je ne sais pas si vous avez déjà participé à ce type d'activité, mais le yoga du rire, par exemple, est un peu la version la plus extrême de ce concept du lien social comme facteur de bonne santé. Mais vraiment, il y a eu beaucoup d'études également qui ont prouvé que le rire, le sourire au quotidien améliore la santé. Et c'est justement via ces interactions sociales qu'on va avoir qu'on va pouvoir rire, sourire, réfléchir, être content. Et quand on est seul, parfois c'est bien pour méditer, pour réfléchir, comme on le disait au début. Ça peut être positif. Mais en fait, parfois, ça va surtout entraîner des problématiques ou alors exacerber des problématiques qui seraient déjà existantes de manière assez exponentielle. Et donc, si on revient sur les bonnes réponses, ça réduit les risques de dépression et d'anxiété et ça constitue un facteur puissant de résilience face au choc, deuil, maladie, favorisant une meilleure santé mentale. Ça contribue à une meilleure santé physique en renforçant le système immunitaire et en diminuant les risques de maladies cardiovasculaires. Et ça peut permettre de prolonger l'espérance de vie, d'améliorer la qualité de vie. Donc, on a l'espérance de vie, donc vivre plus longtemps, mais en fait, sur cette belle vie longue qu'on nous souhaite tous, et en fait, on espère avoir une bonne qualité de vie le plus longtemps possible. Et donc, le lien social peut jouer là-dessus et renforcer le sentiment d'utilité sociale. C'est en interagissant avec les autres qu'on se sent aussi utile, qu'on peut apporter son aide, son expertise, ses connaissances. Et c'est important de l'avoir en tête.
Si jamais vous voyez d'autres bienfaits du lien social sur la santé ou de manière plus globale sur vos vies, n'hésitez pas à les partager dans le chat. On pourrait y revenir à la fin de nos échanges. Peut-être que certains d'entre vous, d'ailleurs, ont des expertises précises sur le sujet. Je ne suis moi-même pas du tout ni chercheuse ni médecin, donc je n'ai bien sûr pas les données de santé que d'autres pourraient fournir. Mais en tout cas, pour travailler beaucoup sur le sujet de l'autonomie et notamment du coup de la perte d'autonomie quand on devient senior et qu'on peut avoir du coup, parfois on peut faire face à plus de problèmes de santé, en fait le lien social c'est peut-être déjà pour la première réponse pour rester autonome et éviter toute forme de dépendance le plus longtemps possible. Je vous propose maintenant de passer à la suite. On va parler des solutions pour une démarche active de lien social. Vous allez voir, on va rester en fait dans des choses qui sont assez basiques, mais avec une conviction qui va nous animer. Et j'espère qu'il pourra créer peut-être des échanges aussi avec vous à la fin de cette animation. Comment créer du lien, comment entretenir ce lien social dont on parle depuis le début de la présentation. De manière logique et évidente, il y a évidemment le fait d'échanger avec son voisinage, sa famille, ses amis. Ça paraît évident comme ça, c'est pas toujours facile à mettre en place parce que parfois les voisins on les connaît pas, la famille elle s'est éloignée, les amis pareil. Donc c'est pas toujours le plus facile. Donc en fait c'est vraiment comment on peut venir entretenir ses relations sociales et de le faire. Alors on le fait pas parce qu'on se dit je vais avoir une meilleure santé, on le fait aussi parce que ça nous rend heureux, et c'est quelque chose qui parfois on demande aussi une forme d'investissement de chacun. Les échanges par essence c'est deux personnes qui se parlent et donc c'est comment on vient alimenter ces échanges qu'on a avec ces cercles de sociabilité, et comment on le fait dans la durée. Il y a évidemment aussi le fait de participer à des activités et des sorties. Et ça, en fait, ça peut venir en complément aussi de ces échanges avec son voisinage, sa famille et ses amis, notamment parce que parfois, on va pouvoir s'éloigner de certains cercles. Et c'est bien d'en recréer des nouveaux. Donc, en participant à des nouvelles activités, en osant parfois aussi sortir de sa zone de confort et en faisant des nouvelles choses, des nouvelles activités, c'est là qu'on va pouvoir alimenter aussi ces cercles, et puis avoir la chance de rencontrer plus de personnes. Et là, ça peut demander un degré d'implication qui est quand même très pas faible, mais en tout cas, quand on a un petit peu de temps, juste s'inscrire à 1 ou 2 activités par semaine, ça fait beaucoup. En termes d'effet sur le lien social et en fait en termes d'investissement personnel c'est pas tant que ça, donc c'est important de se dire comment je participe à des activités et on y réfléchira après, mais parfois le plus dur c'est juste de savoir quelles activités il y a à proximité de chez soi et qu'est-ce qui nous intéresse. Et enfin le dernier sujet c'est l'engagement bénévole et là c'est peut-être le moins évident parce que ça a un impact qui est un peu plus fort, qui est différent, mais dont l'impact là pour le coup peut vraiment être démultiplié parce que quand on est bénévole dans une association, non seulement on a des interactions avec d'autres personnes, mais en plus on a un sentiment d'utilité sociale qui pour le coup est énorme, parce qu'on apporte à cette association, à ses bénéficiaires, aux personnes avec lesquelles on travaille, une vraie plus-value, notamment au moment de la retraite. Ça peut être un beau moyen en fait de faire une transition qui soit plus douce du monde du travail à la vie de retraité. Ça peut permettre tout simplement d'avoir à raison de plusieurs heures par semaine ou à raison de plusieurs heures par mois. Ça c'est l'avantage du bénévolat, c'est qu'on peut choisir le degré d'investissement qu'on souhaite y dédier, et vraiment ça peut avoir des effets très bénéfiques sur justement cette construction du lien et donc sur la santé. On y revient toujours. Ce qu'il est important de préciser, et vraiment ça c'est la conviction qu'on s'est forgée chez Eugénie pour travailler sur le sujet du lien social depuis plusieurs années, c'est que le lien social ne se crée que dans la proximité. Et je serais vraiment curieuse de savoir ce que vous en pensez et si vous avez vous-même vos convictions sur ce sujet. Il y a de plus en plus de réseaux sociaux, d'applications, de gadgets qui émergent aujourd'hui en vendant le fait de pouvoir rester en lien. On y croit et nous-mêmes on porte une plateforme numérique, on pourrait revenir rapidement à la fin, qui s'appelle eugenie.fr. On croit que c'est utile. Par contre, ça ne doit jamais être la finalité.
C'est-à-dire que le numérique, c'est chouette, mais en fait, in fine, les effets vraiment positifs du lien social, on les retrouve dans l'interaction en direct. Et donc, un outil numérique, ça peut permettre de plus facilement identifier une activité à proximité, ça peut permettre de plus facilement entrer en contact avec une nouvelle personne. Ça, c'est génial. Mais en fait, si le lien social, il n'est pas, converti à un moment en lien en présentiel, et ben les effets sont quand même sont quand même bien moindres. Et donc c'est aussi le cas dans les relations amicales, familiales. C'est super de s'appeler à intervalles réguliers, mais si on ne se voit jamais, je pense qu'on l'a tous ressenti, des personnes qu'on ne voit plus. Et forcément le lien s'étiole au fil de l'eau. Et donc comment en fait on peut créer du lien social vraiment dans la proximité, c'est une réflexion qui est pour nous hyper importante, surtout dans un monde où les technologies se développent. Et voilà, on a la chance aujourd'hui de faire un webinaire à distance et c'est génial parce que c'est une opportunité de découvrir des nouvelles choses. Mais demain, en fait, comment ce webinaire nous amène à aller participer à des activités en présentiel, aller rencontrer des personnes pour de vrai et pouvoir vraiment avoir du lien qui soit fait en direct. Pour ce faire, il faut savoir qui est engagé sur ces sujets-là. Je suis sûre que vous en connaissez pas mal. Là, l'idée, c'est de se poser un peu la question de tout le paysage des acteurs qui vont exister sur ce sujet. Et alors là, on n'a pas forcément cité de nom, ce n'était pas forcément l'objet de cet échange. Par contre, ce qu'on vous propose, c'est vraiment de réfléchir à un paysage un peu exhaustif de toutes les personnes qui vont être engagées toutes les personnes et structures surtout qui vont être engagées sur ces sujets. Alors là, on est en France, hein, évidemment, dans notre pays, et on peut le réfléchir à plusieurs échelles. À l'échelle de la commune, vous avez toujours en fait votre mairie qui peut être un point d'accroche pour réfléchir à est-ce que vous connaissez des associations, des activités qui sont organisées sur votre commune. Vous avez les centres communaux d'action sociale, les CCAS, qui sont rattachés aux mairies, qui peuvent être parfois appelés CIAS si vous êtes dans une intercommune, donc centres intercommunaux d'action sociale, qui vont être des structures un petit peu plus conséquentes. Et puis après, vous avez souvent des associations qui vont être des centres, qui vont pouvoir être organisées en centres sociaux, en club senior, en petite association locale. Là, il faut imaginer, en fait, quand on parle de lien social, c'est super d'aller à la mairie et au CCAS pour participer à des ateliers prévention, par exemple. Mais en fait, toute association, même si vous avez une passion depuis toujours, l'écriture, la musique, un sport, toute association, en fait, permet de créer du lien. Et c'est pour ça que c'est très libre et c'est très chouette de parler de lien social parce qu'il y a vraiment beaucoup d'acteurs qui peuvent être identifiés sur ces sujets. Donc là, on est à l'échelle communale. À l'échelle départementale ou infradépartementale, c'est-à-dire au-delà de la commune, vous avez d'autres services. Vous avez en fait tous les services territoriaux du département. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on connaît un petit peu moins, le département et les services qui vont exister. Vous avez toujours la maison de l'autonomie du département et les maisons des solidarités. Et donc, c'est des acteurs qui sont recensés tout simplement sur les sites des départements et que vous pouvez retrouver pour voir si, pareil, ils organisent des rencontres, des ateliers et surtout si vous avez besoin d'aide pour l'accès aux droits. Là, on ne l'a pas trop traité, ce sujet-là d'accès aux droits, mais parfois, en fait, pour créer du lien, il faut déjà avoir tous ces autres besoins complètement complétés et l'accès aux droits, donc aux aides sociales, etc. C'est aussi important pour pouvoir être en mesure de créer du lien. Donc, c'est des services qui peuvent vous accompagner sur ces sujets, comme peuvent le faire les centres locaux d'information et de coordination, qui sont appelés les CLIC, et qui peuvent vous accompagner, pareil, sur ces sujets. Pour un autre dispositif qui existe et qu'on trouvait intéressant de partager, vous avez les dispositifs d'appui à la coordination, les DAC. Désolée pour les acronymes, j'aimerais bien m'en passer, mais tout le monde a décidé de prendre des noms très très longs, donc ils sont bien utiles ces acronymes. Et les DAC, ça va être plutôt de l'accompagnement sur des sujets de santé un peu plus avancés. Et donc, pareil, on ne peut aussi créer que du lien que si on est bien dans sa santé, si on est accompagné par les bons professionnels. Et donc, c'est important de se rapprocher des bons dispositifs si jamais on fait face à des difficultés. N'hésitez pas à poser des questions aussi dans le chat sur ces sujets-là, s'il y a des notions qui ne sont pas claires en fonction des différents types d'acteurs.
Et puis après, à l'échelle nationale, vous avez beaucoup d'associations qui sont engagées. Alors, du coup, on a présenté à l'échelle nationale parce que c'est des associations qui sont nationales, mais qui en fait sont de fait présentes dans tous les territoires en France, y compris à l'échelle de la commune parfois. Et donc, dans les associations dédiées au lien social, vous avez des gros acteurs comme les Petits Frères des Pauvres, je ne sais pas si vous les connaissez, Mona Lisa, vous avez aussi la Croix-Rouge en soi qui est très investie sur ces sujets-là. Vous avez une association qui s'appelle Service civique Solidarité Senior, donc c'est recruter des jeunes en service civique pour faire des actions avec les seniors. Voilà. Et après, en fait, vous avez des associations tout simplement qui proposent des actions et qui peuvent être destinées à des bénévoles seniors. D'ailleurs, Petits Frères des Pauvres, c'est assez intéressant comme association parce que c'est une association qui lutte contre l'isolement des seniors en organisant des visites de convivialité auprès de personnes qui sont isolées et souvent en situation de précarité. Mais en fait, une grosse partie de l'association est animée par des seniors qui sont bénévoles. Et donc voilà, donc c'est aussi une forme de solidarité de retraités envers d'autres retraités qui peut être imaginée. Et puis après, vous avez des grosses fédérations d'associations. Là, par exemple, je peux penser à Génération Mouvement, qui est une association qui réunit des clubs seniors partout en France et qui me permet d'avoir une animation à l'échelle nationale de ces clubs seniors. C'est vrai que je ne les ai pas mentionnés, les clubs seniors à l'échelle communale, mais gros sujet aussi sur les clubs seniors qui, animés par des seniors, permettent en fait tout simplement d'organiser plein d'activités dans les communes. Et puis après, vous avez aussi des acteurs mutualistes ou gouvernementaux qui vont proposer des actions. Je pense à la Mutualité française, à Malakoff Humanis, à la G2R. Il y a quand même beaucoup d'acteurs comme ça, de la retraite ou de la prévoyance qui sont investis sur ces sujets. Ça fait beaucoup d'acteurs, comme vous avez vu. C'est un paysage là qui est très schématique et voilà, c'était juste pour donner une base à cet échange, mais ça montre aussi la diversité. Et donc, face à cette diversité d'acteurs, parfois c'est dur de se repérer et c'est pas toujours évident, surtout quand on change un peu de parcours de vie, on passe de actif à retraité. Parfois le paysage d'acteur il va changer et c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Et donc là, l'objectif c'était de terminer cette présentation avant de passer sur un petit temps d'échange sur justement quels sont les outils pour s'orienter, comment faire pour en fait savoir vers qui se tourner. Et donc là, nous, on voulait vous proposer quelques réflexes. Le premier réflexe, qui est peut-être le plus évident, que vous avez peut-être tous déjà bien en tête, c'est se renseigner auprès de sa mairie ou de son CCAS qu'on mentionnait tout à l'heure. C'est vraiment les acteurs, la première porte d'entrée qu'il faut aller mobiliser quand on souhaite s'engager dans une démarche de lien social ou d'accès aux droits ou de prévention santé. C'est des acteurs qui vont connaître un peu le paysage d'autres acteurs qui vont exister à proximité. Et donc, il ne faut pas hésiter à aller pousser ses portes à intervalles réguliers, aller se renseigner régulièrement parce que c'est là qu'on va avoir le premier niveau d'information, tout simplement. Et ensuite, en fait, vous avez des outils donc plutôt numériques que vous pouvez utiliser. Je déduis de votre participation à ce webinaire que de toute manière, tous les participants sont totalement à l'aise avec le numérique. En tout cas, j'espère. Pareil, n'hésitez pas à partager ce sujet-là dans le chat si jamais c'est pas tout à fait le cas. Ou si jamais aussi, c'est un cas que je n'ai pas du tout évoqué pendant le webinaire, mais peut-être aidant d'une personne plus âgée pour lequel parfois vous vous posez des questions. En tout cas, ces sites, normalement, sont pensés pour être facilement accessibles et faciles d'utilisation. Donc, vous avez des sites très compliqués. Là, normalement, c'est plutôt simple. Et donc, celui que moi, sur lequel je travaille, qui est vraiment dédié au lien social, s'appelle eugénie.fr. Et donc, c'est un site sur lequel vous pouvez aller notamment chercher des activités de lien social à proximité de chez vous. Vous avez un petit moteur de recherche. Et dessus, vous pouvez sélectionner les thématiques, activités physiques, loisirs et culture, atelier prévention, atelier initiation au numérique. Voilà, vous avez toute une diversité de thématiques que vous pouvez sélectionner, filtrer avec l'endroit où vous vivez évidemment, et voir ce qui existe. On est présent partout en France. Dans certains territoires, on va avoir beaucoup d'actions recensées. Donc en fait, on a travaillé avec 10 départements aujourd'hui en France, beaucoup en Occitanie
en Île-de-France et dans les Hauts-de-France. Et ça nous a permis, en fait, dans ces territoires-là, d'avoir une grosse densité d'acteurs et vraiment tous les petits acteurs de toutes les échelles que vous mentionnez tout à l'heure, de recenser toutes les activités qu'ils proposent surtout. Et après, dans le reste de la France, en fait, on va avoir à minima toutes les grandes associations nationales qui vont être implantées dans ces territoires-là, qui vont être recensées sur ogenie.fr. Et d'ailleurs, si vous-même vous portez des activités avec votre association, n'hésitez pas à aller vous inscrire en tant que structure sur le site ogenie.fr pour valoriser ce que vous faites. C'est une plateforme qui est complètement gratuite, à la fois pour vous, utilisateurs seniors, pour les structures qui proposent leurs activités. Et en fait, nos financeurs sont vraiment les départements et les acteurs mutualistes comme Alacoff Humanis ou le soutien du ministère des Solidarités. Donc voilà, donc ça c'était la petite partie promotion de l'outil ogenie.fr. Ça pourrait être pareil intéressant de savoir si vous aviez déjà entendu ce nom-là, et sinon si vous voulez vous promener entre-temps sur le site, n'hésitez pas. C'est une plateforme vraiment grand public. J'ai prêché pour le site ogenie.fr, mais il y a bien sûr d'autres outils qui existent sur d'autres sujets. Vous avez la plateforme Pour bien vieillir qui est portée par la CNAV, par l'assurance retraite, et qui propose pas mal d'infos et astuces justement de prévention, donc qui recense des ateliers de prévention et qui propose pas mal de contenu vidéo justement sur la retraite, sur les bons réflexes, etc. à avoir quand on passe à la retraite. Donc ça, c'est aussi une manne d'informations qui peut être assez précieuse. Et enfin, vous avez le site Ma Boussole Aidant, qui là s'adresse donc plutôt au public aidant. C'est une notion d'aidant qui est, comment dire, très large, puisqu'elle s'adresse en fait aux aidants de tous les publics, que ce soit les personnes en situation de handicap, les publics seniors, toutes les personnes qui peuvent avoir une forme de perte d'autonomie. Et donc sur cette plateforme-là, vous allez avoir toutes les solutions d'accueil, de prise en charge, d'assistance médicale, d'assistance médico-sociale dont un aidant pourrait avoir besoin, et aussi quelques événements. En fait, on a fait un petit lien entre la plateforme Ogenie et la plateforme Ma Boussole Aidant pour que nos événements Ogenie soient recensés sur Ma Boussole Aidant et inversement. Donc là, c'est quand même pratique parce que ça veut dire que si vous vous promenez sur Ma Boussole Aidant, vous verrez aussi les événements Ogenie. Donc voilà, ça c'est pour information, et c'est aussi un acteur qui est associatif. Là, je vous partage que des acteurs associatifs, et c'est un peu aussi une des autres grandes convictions, c'est qu'il y a du privé lucratif et parfois qui font des choses très intéressantes. Peut-être que certains d'entre vous connaissent aussi d'autres acteurs, mais c'est vrai que les acteurs publics et associatifs ont souvent des outils qui vont être tout simplement gratuits pour les seniors et facilement accessibles, et c'est quand même chouette de pouvoir bénéficier de cela. Voilà pour ma présentation. J'en ai fini avec les éléments que je trouvais intéressant de vous partager aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des sujets sur lesquels vous souhaitez qu'on revienne de la présentation, des réflexions à partager aux autres? Merci beaucoup, Gabrielle, pour cette présentation. Alors effectivement, c'est le moment des questions si vous en avez. Et merci d'ailleurs d'avoir participé également au sondage. Et on voit que vous aviez pour la plupart les bonnes réponses. Après, on est là aussi pour apprendre. Donc, il n'y a pas du tout de gêne à avoir si on n'a pas donné la bonne. Oui, non, surtout pas. Surtout quand on avait mis des pas petits noté. volontairement. Oui, en plus, voilà, on fait exprès de rajouter des éléments ou d'induire en erreur pour justement expliquer aussi plus en profondeur pourquoi, en quoi ça consiste tout cela, le lien social justement, qui est la base de la vie des êtres humains. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions en tout cas. Est-ce que tout à l'heure vous avez parlé de certaines ressources. Est-ce que vous pouvez nous parler de ogenie.fr un peu si on veut vous contacter Oui, bien sûr. Vraiment, vous pouvez, pour contacter ogenie.fr, pour déjà consulter le site tout simplement, vous pouvez vraiment juste taper ogenie.fr et vous avez tout de suite accès au site. Et si jamais, si jamais vous avez des questions, je vais mettre l'adresse mail dans le
chat, vous pouvez nous contacter à l'adresse mail contact@ogenie.fr. Merci. Tout simplement, ça sera le plus simple. Merci beaucoup. On a une question. On demande quel est l'acteur Une personne demande quel est l'acteur de ma ville qui pourrait m'aider à aller vers les autres. Alors ça dépend quelle ville, évidemment, quelle taille, mais même sans cette information-là, je dirais que si on revient sur ce paysage d'acteurs, vraiment le premier type d'acteur sur lequel on peut se tourner, c'est ce que je mentionnais au début, c'est la mairie et le CCAS. Et après, en fait, je dirais, essayer aussi de retrouver des pairs dans le sens des personnes de votre groupe aussi. Et typiquement, un club senior, et ben en fait, parfois, il faut juste aller oser pousser la porte et se dire qu'en fait, on est tous capables voilà, d'amener quelque chose à ce type de club. Et en fait, je pense que peut-être quel est l'acteur de la ville qui peut vous aider à aller vers les autres, c'est peut-être vous-même. Vous-même déjà, de vous dire, si vous allez, vous faites un pas vers des structures qui existent, c'est déjà peut-être la première étape à avoir en tête pour en fait créer du lien, tout simplement. Le lien, ça vient des autres, mais ça vient aussi de soi-même, nécessairement, puisqu'on se met en lien avec d'autres personnes. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est effectivement d'aller pousser la porte d'associations qui sont juste à côté de chez vous. Et voilà, un rendez-vous qui est assez simple à avoir en tête et que vous pouvez peut-être déjà mettre dans votre agenda, c'est en septembre. Il y a toujours les forums des associations qui sont organisés. Voilà, là, il y a l'été qui va passer et souvent, tout le monde est un peu occupé à droite, à gauche. Mais dès la rentrée, vous pouvez vous noter ce rendez-vous de septembre qui est important d'aller participer à un forum des associations. Ça permettrait aussi de voir une grande diversité d'acteurs en un seul lieu, en un seul jour. On me dit justement, je n'ai pas osé pour le club senior et merci pour votre réponse. Avec plaisir. Il y a Fête des voisins aussi qui est évoquée. Pardon ? Non, je dis hyper intéressant la Fête des voisins. Effectivement, et la Fête des voisins, il faut aussi avoir en tête qu'on peut être les organisateurs. Faut pas toujours attendre qu'elle s'organise toute seule. Effectivement, il y a la Fête des voisins. Et je disais juste en réponse à Magali, il faut oser, effectivement. N'hésitez pas et vraiment essayer de voir aussi ce que vous pouvez vous apporter aux autres. C'est pas que dans un sens, c'est pas que les autres qui peuvent vous apporter des choses. Vous avez aussi plein de choses à apporter. Effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, on a encore... Ah ben oui, il y en a une autre. Pour les personnes beaucoup plus âgées que celles que vous visez et qui ne peuvent pas se déplacer, qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui existe pour ces personnes? C'est une super question et effectivement, il faut vraiment, c'est vraiment un sujet à avoir en tête et c'est là où on peut activer d'autres types d'acteurs. Il y a les clubs seniors, etc. C'est super, mais effectivement, c'est pour des seniors qui sont encore autonomes et qui ont l'envie ou la possibilité d'être mobiles. Je mentionnais tout à l'heure rapidement les petits frères des pauvres. Il y a aussi la Société Saint-Vincent-de-Paul, en fait, qui vont organiser des visites de convivialité à domicile. Et donc ça, c'est vraiment aussi une autre possibilité, une autre modalité d'action, de quand on ne peut plus se déplacer, avoir des personnes qui viennent chez nous, qui sont des bénévoles, tout simplement. Ça peut être une autre possibilité. Donc je vous cite plusieurs noms, peut-être je vais les mettre dans le chat comme ça. Vous les aurez. Petit frère des pauvres, Société Saint-Vincent-de-Paul, et Mona Lisa aussi. C'est un dispositif qui existe et qui recrute des bénévoles partout en France pour faire ces visites de convivialité. Merci beaucoup. J'ai épinglé ce message-là également pour les personnes qui en auraient besoin. Merci à vous pour toutes ces informations. Et il n'y a pas de prérequis, on peut les contacter comme ça et... Oui, alors si il y a des, Mona Lisa, non, il n'y a pas de prérequis. Les petits frères des pauvres, ils ont beaucoup de sollicitations, donc en fait, il va y avoir un premier échange avec les équipes qui vont essayer de mesurer justement le niveau d'isolement de la personne concernée et le taux de précarité aussi de la personne. Donc en fait, ils vont essayer d'accompagner en priorité les personnes les plus précaires et les plus isolées. Donc, et c'est à partir de 60 ans, il me semble. Très bien.
Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. En tout cas, on a déjà des remerciements, notamment de Dani qui nous dit que l'intervention est claire et très enrichissante. Est-ce que vous pensez que c'est possible aussi de peut-être créer sa propre association si peut-être on est dans un territoire, parce que j'ai vu un commentaire de quelqu'un qui dit que dans les petits villages, c'est pas forcément facile de créer du lien social, même si Complètement. c'est très important pour tout le monde. Est-ce que peut-être créer des associations serait une alternative, ou est-ce qu'il y aurait d'autres alternatives aussi auxquelles on n'aurait pas forcément pensé ou qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure? Oui, alors je crois que j'ai ma caméra bloquée, mais je Oui. vais répondre, je vous entends, tout va bien. Oui, complètement, créer sa propre association. En fait, s'il y a pas de club senior, ça peut être aussi, en fait, une idée que d'aller, voir sa mairie et puis, bah, proposer de former un club senior. Vraiment, ça demande pas, tant d'étapes administratives, que ça. Et ça peut vraiment tout changer, en fait, dans un petit village. Et voilà, donc la première étape, c'est déjà de voir est-ce qu'il y a des choses qui existent, et si vous ne trouvez pas quelque chose qui vous satisfasse dans un Mm. périmètre raisonnable autour de chez vous, et bah, peut-être effectivement vous avez un rôle à jouer. Et puis là, bah, en fait, l'idéal, c'est de s'entourer, donc de ne pas faire ça tout seul, mais de faire ça accompagné par d'autres personnes. Le support, et n'hésitez pas à nous contacter à Eugénie avec l'adresse mail que je vous ai laissée. Et notamment bah, sur le sujet là, d'investir son propre club senior. Si jamais vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. On pourra vous répondre, et on se fera un plaisir de vous répondre. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, il y a Marguerite qui suggère les équipes Saint-Vincent qui sont présentes dans certaines communes, elle nous dit. Oui, complètement. Bah, je pense que c'est la société Saint-Vincent-de-Paul que je mentionnais rapidement tout à l'heure, effectivement, qui font un gros travail comme les petits frères des pauvres pour faire des visites de convivialité. Mm. On a une autre question, on demande est-ce qu'il y a des bénéfices mesurés lorsqu'on est accompagné pour bien préparer sa retraite avant de passer à la retraite? Oui, bah alors là, je ne peux pas vous proposer une étude, mais de toute évidence, oui. Parce que, enfin, du coup, la réponse est qu'il y a des bénéfices mesurés. J'ai pas d'études là à vous fournir sur le sujet. Pour Mm. autant, en fait, anticiper le plus possible tout changement dans sa vie à tous les âges, bah, c'est important, parce que si avant la retraite, vous commencez déjà à vous investir dans des associations, pardon, et que vous êtes déjà engagé, vous avez déjà ce réflexe d'aller voir des personnes, de faire des sorties, de participer à des activités. Mais en fait, au moment de la retraite, ça va être beaucoup plus simple, et vous aurez déjà ces rendez-vous dans votre emploi du temps. Vous connaîtrez déjà le monde, les autres personnes, et c'est quand même plus facile à ce moment-là, potentiellement d'intensifier son activité, et puis bah, surtout pas se sentir seul du jour au lendemain. Donc oui, je n'ai pas l'étude, mais je vous assure que les bénéfices peuvent être mesurés. Là, on a une question notamment sur la question de l'isolement d'une personne qui est isolée par la DMLA. Peut-être, est-ce que vous pourriez expliquer déjà de quoi il s'agit et les alternatives pour ces personnes? Oui, oui, bah, complètement. Alors la DMLA, si je me trompe pas, c'est une maladie chronique, et effectivement qui peut affecter la vue, hein, si je me trompe pas. Mais de manière générale, cette question-là, elle est vraie pour la DMLA, mais elle peut être posée pour comment dire, n'importe quelle personne qui a une forme de perte d'autonomie. Là-dessus, ça va être très dépendant des endroits et des associations mobilisées. Mais en fait, c'est la même réponse. Pour moi, la première réponse, c'est la même que celle pour les personnes qui vont être en perte d'autonomie ou très âgées. Il faut envisager aussi des choses qui pourraient se passer à domicile. Donc, c'est le premier sujet. Et puis après, bah, parfois, il y a des associations qui vraiment, des CCAS, qui s'engagent un cran plus loin, en par exemple proposant des services de navette. Donc, ça peut permettre que les personnes soient récupérées chez elles pour participer à l'activité, que l'activité soit adaptée. Voilà, là-dessus, ça va vraiment être plus au cas par cas. Mais pareil, en fait, il ne faut pas hésiter à aller pousser la porte avec quelqu'un qui peut nous aider si jamais il y a besoin, de la mairie, du CCAS, du club senior local, pour aller se renseigner justement sur leur capacité d'adaptation et voir ce qui peut être mis en place pour que bah, tout le monde puisse participer.
Merci beaucoup. On nous confirme DMLA. C'est une déficience visuelle. Donc merci Cathy pour la précision. Et je regarde. Marguerite nous dit ce n'est pas la même chose, mais des activités similaires. Alors Oui, Marguerite, sur la est-ce que vous... société, oui, sur Saint-Vincent, je pense. Ah d'accord, voilà. Ce que j'avais demandé de préciser justement. Autant pour moi, du coup. Merci pour les précisions, effectivement. Je regarde s'il y a d'autres questions. Mais en tout cas, je pense qu'on a déjà pas mal d'informations pour se lancer si on n'est pas déjà parti voir des associations, on n'a pas encore exploré d'autres moyens de rester connecté. Donc, en tout cas, on a encore 2 petites minutes si vous avez des questions, mais je pense qu'on a déjà pas mal de ressources, mine de rien. Je regarde. Non, j'ai rien loupé, visiblement. Vous avez mis toutes les questions. Je pense que c'est assez clair pour vous. Mais ce que je vous inviterai à faire, c'est si parmi vous, il y a des personnes qui vont peut-être contacter des clubs seniors ou autres, on aimerait bien avoir vos retours pour savoir ce que vous en avez pensé, comment ça s'est passé. Ce serait vraiment très intéressant d'avoir vos retours là-dessus. Et je tiens à vous remercier, Gabriel, pour cette belle présentation, tous ces éléments. Et je rappelle encore une fois que cette conférence est organisée par la Mutuelle des métiers de la justice et de la sécurité et que vous êtes vous-même, Gabrielle Pilon, directrice de la plateforme Eugénie du groupe SOS Senior. Et merci beaucoup pour toutes ces informations. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous, merci à tous les participants. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Au revoir, bonne journée. Au revoir, merci à vous aussi.